dans tes dents. Hello, c'est Margot. Salut, c'est Mathieu. Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin. Bonjour les amis, on espère que vous allez toujours aussi bien en cette période de confinement. On vous retrouve aujourd'hui avec un épisode un peu différent. Nous allons parler de 40 ans d'évolution de la dentisterie avec Étienne, le professeur Étienne Medioni. Étienne, c'est avant tout 40 ans d'un parcours atypique. Il a commencé par monter son cabinet privé, puis a enseigné à l'université et a travaillé à l'hôpital pendant plus de 20 ans. Il a terminé sa carrière en tant que professeur d'université et chef de service à l'hôpital Saint-Roch de Nice. Étienne a aussi passé une grande partie de son temps universitaire à faire de la recherche en observant ce qui se passait à l'intérieur des dents infectées. Parti à la découverte du monde des dents et de la bouche, il s'y est investi à fond. Vous l'aurez compris, c'est un mordu de sa profession. C'était aussi pour nous le mieux placé pour parler de sa vision à 360 degrés des soins dentaires et de l'évolution de la dentisterie en France. Tout au long de cet entretien, nous avons parlé de sujets passionnants et soulevé des questions essentielles. Comment l'innovation et les nouvelles technologies révolutionnent l'apprentissage des étudiants ? Comment de nos jours il est impossible d'être bon partout tant la profession se spécialise et se diversifie ? Pourquoi est-il primordial que le praticien ait un discours adapté à son patient ? Comment la remise en question personnelle du praticien est nécessaire et est source de progression ? Quel est le meilleur choix pour les patients ? Se faire soigner à l'hôpital public ou en clinique privée ? Et la finalité de tout ça pour lui, c'est quoi ? C'est le bien-être du patient. Nous vous laissons donc en très bonne compagnie avec le professeur Étienne Medioni. Bonne écoute et en attendant les amis, surtout, prenez soin de vos dents. Bonjour Étienne. Bonjour Mathieu. Je suis content de te voir. Ben moi aussi. Ça me fait toujours plaisir. Moi aussi. Depuis le temps qu'on a passé tous ces moments ensemble. Ouais, et c'est super sympa de nous avoir invités à Lyon parce que pour moi c'est quelque chose d'important. C'est vrai ? Pour votre équipe, c'est vraiment quelque chose d'important de m'inviter ici. Eh ben merci beaucoup, c'est tout aussi important pour nous de te recevoir. Vous allez comprendre en fait que Étienne et moi c'est une belle histoire, ouais, puisque tu m'as appris mon métier, avec Catherine également. Et justement, pour mieux le comprendre, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton parcours ? Parce que, avant de te laisser la parole, ça nous paraissait avec Margot important que tu t'exprimes sur Dans tes dents, parce que c'est vrai que tu as un parcours qu'on pourrait qualifier d'éclectique. Voilà, le mieux c'est que je te laisse expliquer parce que... Alors plutôt qu'éclectique, je dirais atypique. Je dirais atypique. Alors mon parcours, c'est vrai que j'ai fait dentaire d'abord. Pourquoi j'ai choisi dentaire ? Pas par passion du tout, je savais pas du tout ce que c'était comme métier. Tout simplement, je voulais me tirer de chez moi. D'accord. Parce que j'étais pas très bien à l'époque avec mes parents, donc j'avais 18 ans. Et j'ai cherché, alors je voulais faire une spécialité médicale. Et j'ai cherché un petit peu une fac qui n'était pas à Nice. Parce que j'ai fait ma première année de médecine à Nice. Oui, parce que tu vivais à Nice. Je vivais à Nice. J'ai fait ma première année de médecine, que j'ai eu la chance de réussir du premier coup. Et puis, j'ai cherché donc une fac où je pouvais me tirer. Et pas trop loin, dans le sud, près de la mer. Et donc, j'ai trouvé Marseille, et il n'y avait que dentaire à Marseille, donc j'ai choisi dentaire. C'est comme ça que je suis parti à Marseille, j'ai fait mes études dentaires à Marseille, et puis moi, je voulais faire de la dentisterie. Alors, à l'époque, c'était quand même la fin des années 70, c'était 75, 76. Les dentistes, c'était une profession qui était aisée. D'accord. Et mon but, c'était de gagner des sous, de fonder une famille, et de faire de la dentisterie générale, comme ça se faisait à l'époque. Et tu pensais qu'avec médecine, c'était plus compliqué ? Alors, je voulais faire chirurgie. Je voulais faire chirurgie cardiaque, même. Ah oui. Donc, je voulais aller... Et en fait, la problématique, c'est que à Marseille, c'était très compliqué de faire chirurgie cardiaque. Alors que j'étais bien classé, j'aurais pu le choisir. Mais il fallait que je reste à Nice. Et tu n'avais pas envie de rester à Nice. J'avais pas envie de rester à Nice. Donc, c'est ça qui a été ma motivation. C'est le choix du cœur, finalement. Ouais. Et donc, et en fait, j'ai fait mes études, je suis revenu à Nice, etc. Et là... J'ai découvert un monde qui était extraordinaire pendant mes études et puis au début de mon exercice, qui me convenait parfaitement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, la chirurgie dentaire, c'est beaucoup de disciplines en fait. Et c'est jamais deux fois la même chose. Chaque patient est un patient, chaque discipline est une discipline.
Il y a quand même pas mal de connaissances quand on va de la prothèse à la chirurgie, en passant par l'endo, en passant par plein de choses. À chaque fois, c'est des actes différents avec une problématique différente. Ok. Et donc, j'ai donc travaillé chez quelqu'un d'abord, puis par souci d'indépendance, j'ai créé mon cabinet. Oui. Donc, j'avais envie d'être chez moi et comment dire, ça c'était un petit peu mon père qui m'a appris ça, qui m'a toujours dit il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Donc j'ai appliqué cette règle, j'ai écouté mon papa. D'accord. Et donc j'ai créé mon cabinet et puis au bout de, on va dire, 2-3 ans, ça a été très très vite, j'avais eu la chance d'être moniteur pendant mes études. C'est-à-dire moniteur, ce sont des gens qui sont intermédiaires entre les profs et les étudiants, qui en savent un petit peu plus, à qui on apprend un petit peu plus, et qui font souvent les intermédiaires. Parce qu'à mon époque, les profs, parfois, ils étaient inaccessibles. On n'arrivait pas à parler avec eux. Et nous, on était un petit peu ces intermédiaires privilégiés. Et donc, j'ai voulu un petit peu aller un peu plus loin. Donc les profs étaient inaccessibles, tu veux dire qu'en tant qu'étudiant ou jeune praticien, ils étaient... C'était un petit peu difficile de les approcher, à moins que tu aies eu ce statut de moniteur. En fait, c'était des aides. Les professeurs te déléguaient certaines tâches pour aider les étudiants qui n'y arrivaient pas. Les attachés ou les assistants. Comme les attachés à l'époque. Mais moniteur, tu avais un statut d'étudiant quand même. D'accord. Tu étais encore Okay, étudiant. Tu étais en 5e année à l'époque. Ah oui, là tu es encore étudiant. Tu es encore étudiant et tu as ce statut d'intermédiaire. Et donc, quand je suis sorti, tout de suite, je me suis dit, ça me plaît, j'aime bien expliquer à mes copains. Et j'ai dit, je vais aller un peu plus loin. Donc, j'ai fait, à l'époque, c'était des CES, certificat d'études supérieures. Donc, j'en ai fait un. Alors, à l'époque, c'était un peu compliqué, mais j'en ai fait un de prothèse fixée et un d'odontologie conservatrice en endodontie. D'accord. J'ai passé la même année, donc c'était 3 ans après mon installation. Donc ça, pour les patients, un certificat d'études supérieures. C'était un double but. Voilà, pour réaliser le prothèse fixée, c'est donc les couronnes, les bridges. Voilà, c'est ça. Et odontologie conservatrice, on aussi, c'est pour la restauratrice. Les soins, on va dire. Les soins en général. Et j'ai fait ça dans un double but. 1, me perfectionner, c'est-à-dire acquérir encore plus de connaissances. Et 2, pour essayer de pouvoir candidater à des postes d'assistant, puisque pour être assistant à l'époque, il fallait avoir au moins 2 CES. D'accord, ok. Donc c'était un prérequis. D'accord. Donc j'ai étudiant, certificat d'études supérieures, devenir assistant. Devenir assistant. Et c'était un but, et puis en plus, c'était assistant temps partiel, je précise bien. C'est-à-dire que je continuais mon cabinet à soigner mes propres patients, et voilà. C'est important de préciser temps partiel, on en parlera après, parce que justement, c'est une évolution de l'enseignement qui est bonne ou moins bonne, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une évolution. Ouais. Donc, j'ai continué ça j'ai fait ça pendant près de 10 ans. D'accord. Donc, cabinet, fac, et quand je suis devenu assistant, donc 10 ans après quand même, j'avais un statut simplement d'attaché bénévole à titre précaire pendant 10 ans. D'ailleurs, je pouvais être viré quand mes supérieurs le voulaient. D'accord. Donc, je ne savais pas trop. Et puis, un jour, le poste d'assistant est arrivé. Je l'ai présenté. J'ai été reçu. D'accord. À partir de ce moment-là, mon chef de service direct, qui était le professeur S à l'époque, m'a confié des tâches trop importantes pour un assistant. C'était dans les années 85-86. Il m'a demandé de refaire les programmes d'enseignement dans la discipline d'odontologie conservatrice en endodontie, c'est-à-dire pour les soins. Que ce soit la restauratrice et l'endo. Des grosses missions qu'on donne aux... Grosses missions qu'un assistant ne doit pas remplir. D'accord. Mais à l'époque, ça s'est passé comme ça, je m'en suis occupé, j'ai assumé cette mission-là. Alors j'avais quand même pas mal de recul, là, j'avais déjà 12 ans d'exercice. D'accord. Donc, Donc tout de suite, en fait, tu as baigné dans à la fois l'enseignement et à la fois l'activité clinique. Pratique, voilà. Et à l'époque, je faisais aussi, dès que j'ai été nommé assistant, j'avais 2 vacations cliniques à l'hôpital où j'aidais les étudiants. Donc, pour qu'on comprenne bien, une activité d'enseignant en chirurgie dentaire, même s'il y a différents grades, d'abord celui d'assistant, on enseigne dans des cours magistraux et à la fois on enseigne à l'hôpital où on accompagne les étudiants cours magistraux, sur leur formation. Et surtout pour les assistants, leur rôle, c'est les travaux pratiques. Les travaux pratiques. C'est d'animer les travaux pratiques et de former manuellement les étudiants aux tâches cliniques. Surtout dans la 3e année d'études,
on leur D'accord. apprend à se servir de leurs mains, en fait. Faut pas oublier qu'on a un métier manuel. Complètement. Et que, par exemple, tenir un contre-angle, c'était à l'époque, c'était la tâche de notre discipline. D'accord. Leur apprendre à faire un ciment, à spatuler un ciment. Ça paraît bête, mais c'est technique. C'est technique, Ouais. c'était notre tâche. D'accord. Et puis, bien sûr, après, préparer une cavité, utiliser une fraise sur turbine à grande vitesse. Donc ça se fait dans des travaux pratiques, dans des salles de travaux pratiques. Dans des salles de travaux pratiques, Sur sur des des dents, mannequins. sur des mannequins. Sur des dents, alors, au début, ce sont des dents en plastique. On appelle Ouais. ça, nous, ivoirine. Oui, je m'en souviens. Hein. C'est Et puis après, on des le modèles fait- en résine en fait qui sont censés représenter représenter des dents. Ouais. Et puis après, on arrive sur des dents naturelles extraites. D'accord. Et qu'on récupère où ces et dents qu'on- naturelles du coup Alors, je ne sais pas si je peux le dire. Bah, toutes les facs le font, toutes les facs ont des dents. Voilà. Ouais. Ben, les dents naturelles sont récupérées chez les dentistes, D'accord. Qui extrait qui les dents. extraient des dents pour des raisons diverses. Ouais, Et ce sont des dents qui doivent être justifiées, Ouais, qui bien doivent sûr, être évidemment. extraites. Et puis, malheureusement, il y a... Alors, mais ça se fait toujours. Alors, je pense que ça se fait toujours. Il y en a qui sont récupérés quand les morts sont retirés des fosses communes. D'accord, ok. Donc, on récupère les dents. D'accord. Et elles sont stérilisées. Oui. Alors, l'obligation, il y a quand même depuis de nombreuses années, maintenant depuis une bonne vingtaine d'années, les dents sont obligatoirement stérilisées dans des autoclaves avant d'être utilisées. Avant, c'était pas le cas. Quand j'étais jeune, non. Pas Non, du tout. d'accord. Bon, tout ça est quand même bien bordé. Tout Là, ça, là, maintenant, tout ça, c'est hyper... la législation est très encadrée. C'est très cadré. Alors là, la tendance, si tu veux, aujourd'hui, c'est de faire des dents imprimées en 3D, puisque on a les outils qui se sont développés pour ça. À Aujourd'hui, partir on a de vraies anatomies, on est capable d'imprimer des dents en 3D qui reflètent Donc une c'est anatomie. travailler sur les dents naturelles qu'on récupère, peut-être que c'est quelque chose qui va être amené à disparaître, tu Je penses pense. Ouais. À mon avis, je pense. Avec Si tu veux, l'impression avec des modèles 3D. Avec, ouais. l'impression des modèles 3D et aussi la réalité virtuelle. Ouais, super. La réalité virtuelle, puisque là, aujourd'hui, on a quand même des casques 3D qui nous permettent d'aller à l'intérieur. Il y a beaucoup en chirurgie, par exemple, ils ont des simulations d'intervention cardiaque qui se font en visuel 3D. Ouais, donc ça, c'est On n'y génial, est pas ça. en dentaire, mais Non. ça arrivera un jour. Mais c'est vrai que même moi, j'ai vu l'évolution des salles de TP où maintenant, c'est des mannequins, hein, globalement, Bien sûr. qui peuvent même te dire « Ah, vous me faites mal Voilà. c'est Maintenant, intéressant, il y a des mannequins connectés. Par exemple, il y a des dents qui sont faites si l'étudiant, par exemple, lorsqu'il prépare une cavité, il touche le nerf, la pulpe, à l'écran devant lui, il va avoir un saignement. Ouais, ça, c'est absolument génial. Ok, donc tout ça évolue. Voilà. Et donc, tu as travaillé t'as fait ça pendant combien de temps entre à la fois l'activité clinique et l'activité j'ai fait ça pendant d'enseignement 20 ans. 20 ans. 20 ans. Donc jusqu'aux années 90 à peu près 98. 98. Ah oui, d'accord. 98. 77, 98. 77, 98. Oui, tu as commencé tes études dans les années 70. Okay. Voilà. C'est long. Et donc ça fait... mais vers les années, disons, 4-5 ans, avant de vendre mon cabinet, j'ai eu la chance d'avoir un poste de maître de conférence. Donc ça, c'est un poste pérenne. C'est un poste... Tu deviens titulaire. Qui devient... Voilà, on devient titulaire par rapport à l'assistanat, qui à l'époque, c'était 2 fois 2 ans. Et après, c'était fini. Donc là, tu vends ton cabinet pour faire que de l'enseignement. Alors, avant ça, donc, quand je suis devenu maître de conférence, c'était un poste de maître de conférence à temps partiel, mais je pensais jamais prendre le temps plein. Pour moi, ce n'était pas un objectif du tout. D'accord. Et donc, je comptais continuer ma vie et terminer comme le font encore certains de mes collègues, c'est-à-dire avoir mon cabinet, travailler 2-3 jours par semaine au cabinet et 2-3 jours par semaine à l'hôpital et à la faculté. Ce qui est une bonne chose au final. Qui pour moi, c'était un aboutissement. Et puis bon, tout se passait très bien et il n'y avait aucun souci. Sauf que, en 1997, 1994, j'ai un de mes copains, un jeune prof qui était assistant quand j'ai fait mes études à Marseille, je peux le citer, c'est Jean-Paul Roca, qui est arrivé à Nice comme professeur. Et puis, il a été élu doyen. Et comme il était responsable du service d'odontologie conservatrice en Dodoncy, il m'a demandé de prendre la direction de ce service.
là, je me suis rendu compte que si je continuais le cabinet, je ne pouvais pas diriger le service. Il a fallu que je fasse un choix. Donc du service des soins conservateurs Et à l'hôpital. À l'hôpital et à l'université. Et à l'université. Donc à la fois ce sont des départements. De la formation concrète sur les patients avec les étudiants. Voilà. Et de l'enseignement. De l'enseignement théorique, de l'enseignement pratique, de l'enseignement dirigé et de l'enseignement clinique. Ah oui. Donc c'est gros. Donc gros. Là, le choix doit se faire. Le choix doit se faire. Donc j'ai pas eu trop de choix. Donc c'était soit je refusais le poste de responsable et je continuais comme maître de conférence, soit je prenais le temps plein et je devenais responsable du service. Et comment tu as choisi alors ? Alors, j'ai choisi avec deux facteurs. Premier facteur, c'est mon activité clinique au cabinet. Je m'embêtais au cabinet. Je me rendais compte que j'avais plus envie de discuter avec les patients des devis, tout ça, ça me cassait les pieds. D'accord. Et à l'époque, il fallait le faire en direct. Ou alors, peut-être, j'ai pas su le faire, mais j'arrivais pas à déléguer ça à mon assistante. Parce que à chaque fois que j'essayais de déléguer la discussion des devis, elle me disait « Ah, mais les patients, ils ne veulent pas ». Et souvent, ils refusaient les devis quand c'était elle qui les discutait, alors que quand c'était moi directement, ils les acceptaient. Et j'avais plus envie, j'avais cette impression de commerce, et aussi de tomber dans la routine, c'est-à-dire de ne faire des actes qui étaient sûrs. D'accord, ok. Les actes un petit peu, un petit peu nouveaux, tout ce que j'apprenais par les congrès auxquels j'assistais, tous ces actes-là, j'avais l'impression que je ne pouvais pas les faire au cabinet. Et je ne les faisais pas, parce que je n'étais pas sûr de ces actes-là. Personne n'avait trop de recul. Par contre, c'était des actes que je faisais à l'hôpital. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, il y avait une certaine forme de lassitude dans l'activité quotidienne. Dans l'activité quotidienne. Tu avais besoin de créer un petit peu autre chose. Voilà. Et en plus, donc le deuxième facteur, et ça s'est passé en 1991, j'ai découvert l'endodontie au travers d'un congrès européen qui a eu lieu à Cannes, donc pas loin de chez nous, pas loin de Nice, et j'ai découvert la Société européenne d'endodontie. Et il y a eu le congrès européen, et là, avec un monde que je ne connaissais pas, c'était le monde des endodontistes, mais au niveau déjà européen. Donc endodontie, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc l'endodontie, c'est la discipline qui traite des soins conservateurs alors, la définition simple que je peux donner, on essaye d'abord de garder le nerf vivant. Ouais. Dès qu'il y a une carie, on essaye de garder cette pulpe, ce qu'on appelle vulgairement le nerf vivant, par des moyens physiques, biologiques, techniques. Et la deuxième partie, c'est lorsqu'il y a une atteinte de ce nerf, quand il est enflammé ou lorsqu'il est infecté, notre travail, ça va être de l'éliminer, de désinfecter la dent, pour pouvoir conserver la dent sur l'arcade. C'est ce qu'on appelle un peu vulgairement les traitements de racines. Voilà, c'est les traitements de racines. La plupart des patients parlent de traitements de racines, mais bon... on dit dévitaliser une dent, en fait. Dévitaliser une dent, voilà. Dévitaliser une dent, c'est enlever la partie vitale de la dent. Bon, mais on va avoir des podcasts prévus justement que sur ce domaine-là, donc ça c'est super. Mais donc c'est dans cette discipline, par l'intermédiaire de congrès, que tu as choisi de développer ton... Et donc en quittant le cabinet, alors déjà sur les dernières années de mon cabinet, j'avais des collègues qui savaient, parce que j'avais fait des publications, parce que j'avais écrit par exemple dans l'encyclopédie médico-chirurgicale pas mal d'articles sur l'endodontie. J'avais des copains niçois, des copains de promo, qui m'envoyaient les cas difficiles d'endodontie. Ils me les envoyaient au cabinet. Donc là, tu devenais référent dans cette discipline. Et alors qu'à Nice, il n'y avait rien. Et ils m'envoyaient aussi des patients à l'hôpital. Mais même en France, il n'y en avait pas beaucoup, de toute façon. En France, à l'époque aussi, il y en avait quelques-uns. Surtout à Paris. Surtout à Paris. Mais en province, il y en avait très très peu. Et dans les autres pays du monde ? Alors, le problème, c'est la spécialité. En France, c'est pas une spécialité reconnue. Et moi, j'ai découvert à Cannes, à ce premier congrès en 1991, donc c'était tardif, qu'il y avait des spécialistes aux États-Unis et certains pays d'Europe, notamment l'Angleterre. C'est intéressant parce que, sans parler de l'endodontie à proprement parler, c'est ta vision de la dentisterie. Quand tu as l'esprit qui est toujours éveillé comme toi, on se rend vite compte qu'on va tellement loin au bout d'un moment qu'on en devient spécialiste. Exactement. Et justement... Et tu peux pas en sortir. Ouais. Tu peux pas en sortir. Une fois que t'es spécialiste, tu veux dire le retour... Et puis non, c'est pas ça. C'est que quand tu as goûté
à ces connaissances et à ce monde-là, enfin moi, j'ai pas pu en sortir. C'est-à-dire que le monde du spécialiste. j'étais happé par les connaissances nouvelles qui se présentaient à moi et que je pouvais pas appliquer parce que je les connaissais pas. Hein. D'accord. Et donc donc est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que le métier de dentiste évolue aussi vers un développement de ces spécialités? Bien sûr. Ça peut être la chirurgie buccale, l'orthodontie, peut-être l'endodontie si elles ne sont pas encore reconnues comme telles, mais en tout cas, il y a de plus en plus aussi de dentistes qui sont dédiés à l'esthétique, à l'implantologie, à la parodontologie, etc. etc. Alors, il y a deux aspects. Quand on est extérieur à la profession, le chirurgien dentiste, il s'occupe des dents. Mais peu de patients savent que c'est un petit peu plus que ça. C'est un petit peu tout ce qui est à l'intérieur de la bouche. Pas seulement les dents. Il y a la langue, il y a les joues, et puis il y a des fonctions. Tout ça, un dentiste pourrait s'en occuper. Voilà. Et il y a les fonctions surtout. Mastication, déglutition, qui se passe à l'intérieur de la bouche et avec les dents. Donc ça, c'est ça le cœur du métier de dentiste. Okay. La problématique, c'est que les techniques, elles ont tellement évolué. Les outils se sont tellement développés. Les connaissances se sont tellement développées qu'aujourd'hui, il est impossible d'être bon partout. On ne peut pas être très bon en prothèse, très bon en chirurgie, très bon en endodontie, très bon en orthodontie. C'est pas possible. Dans les différentes disciplines qui est composée la dentisterie, alors les disciplines, c'est vrai qu'elles sont pour l'instant, elles ne sont que purement universitaires. Mais c'est extrêmement difficile avec, comme je le disais là tout à l'heure, avec l'arrivée de ces nouveaux outils, c'est impossible d'être bon partout. Donc, alors c'est au-delà de mes forces. Oui, bien sûr. On n'est pas des super robots, évidemment. Voilà. Et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le métier de dentiste se diversifie dans des spécialités. Tout à fait. Pour faire de la dentisterie de plus haute qualité. Ouais. Est-ce que tu serais un peu d'accord avec moi pour dire qu'on soigne bien mieux qu'avant ? Ça nous prend aussi plus de temps, plus de matériel et plus de compétences à avoir dans un domaine précis. Tout à fait. La première spécialité qui a été reconnue, parce qu'elle était tellement spécifique, c'est l'orthodontie. Donc l'orthodontie, c'est on le connaît, on déplace les dents. On dresse les dents pour avoir les dents alignées, etc. Mais très très vite, parce qu'on était là à la frontière avec une autre discipline qui est la stomatologie, c'est la chirurgie buccale qui s'est développée très très vite. Donc que fait un chirurgien buccal ? Alors, un chirurgien buccal, aujourd'hui, il va s'occuper des maladies de la bouche. D'accord. Celles qui sont à l'intérieur de la bouche. Et puis, il va s'occuper de tout ce qui est chirurgie, que ce soit chirurgie des tissus durs, chirurgie dentaire pure, c'est-à-dire extraction d'une dent, et puis chirurgie des os. Et ça peut aller très loin, puisque ça va jusqu'aux kystes, jusqu'aux tumeurs, jusqu'aux cancers buccaux. Intrabuccaux. Et donc l'extraction des dents de sagesse. L'extraction des dents de sagesse. Implantologie aussi. Alors l'implantologie, ça fait complètement partie de la chirurgie. Et puis les soins de gencives aussi. La parodontologie. La parodontologie. Là aussi, alors il y a une petite distinction, mais qui est un peu subtile, mais ça fait partie. Alors la parodontologie, c'est les tissus de soutien des dents. Et une dent sans parodonte, sans gencive autour, sans os autour, elle ne peut pas tenir. Ouais. Donc là aussi, il y a cette voie-là, avec un développement des connaissances fabuleux. Personnellement, je l'ai vécu, parce que moi, à la parodontie, à mon époque, au cabinet, c'était le détartrage. Et puis on savait que quand les gencives saignaient, c'était pas top. Hein. Donc on détartrait, on expliquait aux patients. On savait déjà que l'hygiène était importante, l'hygiène bucco-dentaire était importante. Mais après, de là aux connaissances qu'on a aujourd'hui et aux greffes, par exemple, de gencives qu'on fait aujourd'hui, il y a un monde qui s'est passé. Okay. Et là, maintenant, il y a des spécialistes, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Donc là, il y a ces deux spécialités que tu as vu éclore. Ouais. Puis l'endodontie, tu en as un peu parlé, donc les traitements de racines, qui n'est pas une spécialité encore reconnue. Ouais. On entend aussi parler d'occlusodontie, ceux qui règlent les problèmes les fonctions avec les fonctions masticatoires. Il y a quoi, les spécialistes de l'esthétique aussi. Oui. Les restaurateurs, on entend souvent ces termes. Oui, la restauration. Oui. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est lié aux connaissances, développement des connaissances et au développement des techniques et des matériaux. Aujourd'hui, on a des céramiques qui sont assez extraordinaires.
qu'on appelle les zircones par exemple. Mais pour préparer les dents qui doivent recevoir ce type de restauration, ça commence à être compliqué. C'est vrai qu'avec ton expérience, tu as pu voir, toi, l'évolution du métier. D'autant que j'étais attiré avant l'endodontie par la restauratrice et l'esthétique. Ouais. Donc là, tu as dû voir des choses. Ce qui est intéressant, parce que j'imagine que tu as vu les restaurations en or, tu me parlais justement de celles où on foulait des feuilles d'or dans les dents pour les restaurer. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Quelle est l'innovation qui t'a le plus... là où tu t'es dit, ok, c'est bon, on a passé un cap dans la dentisterie moderne. Les composites et le collage. Les composites et le collage. Donc les composites, c'est les résines que l'on monte sur les dents. Ce que les patients appellent vulgairement les plombages blancs. Les plombages blancs, ok. Les composites. Et le collage, c'est-à-dire qu'avant, on taillait les dents pour que ça tienne. Exactement. Maintenant, on a des colles, voilà. des systèmes adhésifs qui permettent de créer des pièces qui s'adaptent à la dent. Donc, pas forcément, on peut les faire en direct en plus. En plus, on peut les faire en direct. Sur les petites cavités, on peut les faire en direct. On a même des machines qui impriment en 3D les pièces à restaurer. Ouais. Mais pour moi, c'est la plus grande évolution. Je suis parti quand même de l'amalgame, du plombage. Du plombage. Gris. Avec tout ce qu'on entend sur le mercure, tout ça. Voilà. Mais quand même, les plombages, il y a eu beaucoup d'histoires. Bon, maintenant, ils sont interdits dans certains pays, dans beaucoup de pays en Europe. Chez les Scandinaves, notamment. Voilà, les pays scandinaves. En France, il n'est pas vraiment interdit, mais puisque je suis enseignant maintenant à temps plein, je peux te dire que depuis une dizaine d'années, il n'y a plus un seul étudiant qui met un plombage. Pour deux raisons. Un, parce que on leur apprenait encore il y a quelques années, mais c'est surtout les patients qui n'en veulent plus. Et deux, parce qu'avec le collage, on sait aujourd'hui qu'on a des restaurations qui vont être étanches, c'est-à-dire qu'on a moins de risque d'avoir des caries en dessous, moins de risque d'avoir des bactéries, si tous les protocoles qui doivent être employés sont appliqués. Oui, parce que c'est vrai que le point fort du plombage, c'était surtout le faible risque de reprise de caries dessous. Et les propriétés mécaniques sur les secteurs molaires qui étaient bien meilleures que les premiers composites qu'on a eus. Mais le collage, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Tu te rends compte ? On était capable, avec un matériau synthétique, de coller sur quelque chose de naturel. Extraordinaire. Donc ça permet de conserver les dents aussi, d'éviter de trop les tailler, trop les abîmer. Et puis surtout, l'avantage du collage, c'est quand tu as une toute petite carie, tu colles, tu mets ce matériau, tu stoppes la carie. C'est fabuleux. Ouais, complètement. Et on fait même de la prévention maintenant avec. Donc là, c'est tout l'aspect restaurateur. Et tu parlais aussi du zircone tout à l'heure. De l'aspect esthétique. Aujourd'hui, il y a des défauts malheureusement sur les dents qui peuvent apparaître. Alors, c'est des défauts qui peuvent être génétiques ou des défauts acquis, avec des problèmes de coloration de dents, etc. Et maintenant, il y a des gens qui sont capables de fabriquer, alors par l'intermédiaire de nos techniciens de laboratoire, des prothésistes, qui sont capables de fabriquer des facettes en céramique qui font 8/10 de millimètre d'épaisseur. Ouais, c'est un peu des faux ongles pour les dents. Comme des faux ongles, des faux ongles pour les dents. Et alors, grâce au collage, on est capable de les faire tenir et le patient, il a un joli sourire et c'est fonctionnel. C'est absolument magnifique. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est vrai que ceux qui se spécialisent là-dedans ont des résultats incroyables. Là, aujourd'hui, j'ai un de mes anciens étudiants là, qui met de conférences maintenant, qui est extraordinaire. Okay. Quand on voit les cas qu'il fait, c'est impressionnant. Tu as accompagné aussi, donc, pour revenir sur ton parcours, tu es devenu maître de conférence, on s'en est arrêté là. Puis moi, je t'ai connu devenir... je te voyais réviser comme un étudiant pour devenir professeur d'université. C'était un peu... Alors, oui, c'est ça. C'est l'aboutissement, c'était le but. Une fois que j'avais pris le temps plein, c'était le but. Alors, c'est arrivé à mon goût un petit peu tardivement pour diverses raisons. Chaque chose en son temps. Voilà. 20 ans de maître de conf pour arriver à être PU en fin de carrière à plus de 60 ans, c'est peut-être pas tout à fait normal, mais c'est pas grave. Ouais. J'y suis arrivé en passant par un cap. Alors ça, c'est une de mes autres passions, c'est la recherche. C'est là où je voulais venir. C'est qu'en fait, du coup, très vite, dans ton activité d'enseignant, tu as commencé à faire de la recherche ou ça a mis du temps ? Alors, non, ça a commencé dès mon assistanat. D'accord. Puisque je n'étais pas encore assistant, donc en 1984, j'ai été engagé avec 2 amis qui n'étaient pas assistants non plus à l'époque, dans une thèse. À l'époque, ça s'appelait thèse de doctorat en sciences odontologiques. Donc, c'est une thèse de recherche avec... du laboratoire. Et cette thèse, je l'ai faite sur
l'endodontie. D'accord. Déjà, Donc les traitements de racines. 1984. Ouais. Et j'ai soutenu cette thèse en 1987. Et j'ai été nommé maître de conf qu'en 1994. D'accord. Donc ça prend du temps. Voilà. Ça prend 3 du temps. ans. 3 à 4 ans. Alors, parce que j'avais mon cabinet. Hmm. Donc, il fallait que je mange, il fallait que je gagne ma vie. J'avais une famille, donc il fallait que je la nourrisse. Donc, je ne faisais pas ça tous les jours. Mais je faisais le cabinet, j'étais attaché et je faisais ma thèse. D'accord. Et donc, cette recherche, Alors là, j'ai elle t'a appris, amené où j'ai appris l'histologie, qui était quelque chose qui me plaisait. Alors, dès mes études, ça me plaisait de voir l'étude notamment des tissus de la dent. les tissus de la dent, comment c'était fait de façon microscopique, et notamment la pulpe dentaire, qui est un tissu conjonctif extraordinaire. Et ça me plaisait. Donc, je suis allé jusqu'au bout des choses. Je sais faire l'histologie, je sais lire une coupe histologique. Et conjointement, ces choses-là m'ont rattrapé beaucoup plus tard, puisque quand j'ai été nommé maître de conférence, pour devenir professeur, il faut faire ce qu'on appelle une mobilité dans un laboratoire. Et qu'est-ce que j'ai choisi comme laboratoire ? Un laboratoire où il y avait de l'histologie, parce que je savais faire. Et là, il y avait autre chose avec, puisque je suis allé en médecine, dans un laboratoire INSERM, j'ai fait de l'anatomie pathologique associée à l'histologie. D'accord. Pour essayer de comprendre un problème endodontique, c'était ce qui se passait au niveau des infections périapicales, c'est-à-dire lorsqu'il y a des granulomes, des kystes. Donc des infections qui aboutissent quand la dent s'infecte. Quand la dent s'infecte, il y a une réaction de défense qui se crée, il y a ce que les patients appellent un kyste. Ouais. Tous les patients disent on a un kyste sous la dent. Ouais. Et ça nous permettait de comprendre ce qui se passait dans ces kystes, comment ils fonctionnaient, s'il y avait des bactéries. D'accord. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an, à temps plein cette fois-ci. D'accord. Donc un sacrifice d'1 an. Voilà. Ouais. Ok. Et donc, à partir de là, j'ai pu, avec les autres recherches que j'avais pu faire, en microscope électronique à balayage, t'en as fait l'expérience. J'en ai fait faire, ouais. Et puis d'autres choses, ça m'a permis de passer un diplôme qui s'appelle l'HDR, c'est-à-dire l'habilitation à diriger les recherches, que j'ai obtenu en 2013. Ce diplôme était un prérequis pour devenir professeur des universités. D'accord. Et l'obtention de ce diplôme faisait que j'étais reconnu pour pouvoir diriger d'autres personnes qui voulaient faire une thèse d'université maintenant, puisque ça s'appelle comme ça, ou une thèse de doctorat, et diriger des recherches dans n'importe quel laboratoire. Ça me permet, tiens, par curiosité, qui dit que tu es capable de devenir professeur d'université ? D'autres professeurs ? C'est les seuls qui peuvent le dire. Les seuls qui peuvent le dire. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des chercheurs aussi qui peuvent être intégrés dans les jurys. D'accord. Donc, tu peux avoir des chercheurs INSERM, c'est ce qu'on appelle des directeurs de recherche, mais qui ne sont pas forcément dentistes. D'accord. Donc, c'est eux qui aussi... Des biologistes. Des médecins anatomopathologistes, des médecins virologues, des médecins de différentes disciplines. J'ai eu la chance dans ma thèse, pas la thèse d'exercice, la thèse de doctorat, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai eu mon président de jury, c'était un anatomopathologiste. Ok. C'était le docteur Loubière à l'époque, le professeur Loubière. Et c'est lui qui m'a appris à lire une coupe histologique. Des tissus malades. Hein, des tissus malades. Exactement. Voilà. Ok, super. Dans tes dents. Les soins dentaires sans langue de bois. Et donc, tu parlais tout à l'heure de la pulpe, et c'est vrai que moi, je découvre au fur et à mesure de mon exercice qu'on peut aller quasiment jusqu'à la régénération pulpaire. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ou un jour, ou bientôt, on arrivera à redonner vie à une dent nécrosée ? Alors, moi, j'y crois pas, ça. J'y crois pas parce que, pour l'instant, un tissu qui est détruit, qui est nécrosé, on ne sait pas encore faire. L'ingénierie tissulaire, puisque ça s'appelle comme ça, nous permet de recruter. Alors, on va aller un petit peu plus loin là, mais je ne sais pas si ça va être suffisamment explicite. On est capable aujourd'hui de se servir des cellules souches. Les connaissances sont développées, c'est très utilisé en médecine. Et je ne sais plus qui, alors là j'ai peut-être oublié, et puis je suis trop vieux maintenant. Je ne sais plus qui a eu l'idée. Alors on sait que ça vient des États-Unis, puis un gars qui s'appelait Martin Trop, ils ont eu l'idée d'appliquer ça aux dents et d'aller chercher sur des dents qui ne sont pas encore matures, c'est-à-dire qui n'ont pas fait leur maturité, qui n'ont pas fini de pousser, lorsqu'elles sont
nécrosées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pulpe, d'aller recruter les cellules qui sont au bout, qui sont des cellules souches. Et là, on arrive à partir de ces propres cellules du patient à régénérer quelque chose. Les connaissances actuelles montrent que ce n'est pas de la pulpe qu'on régénère. Donc on régénère quelque chose de on vivant. Régénère quelque chose de vivant, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et je pense que c'est une piste de recherche. C'est une piste de recherche, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, beaucoup d'équipes. Alors en France, peu. Il y a même des gens qui ont développé un commerce de conservation des cellules souches quand on extrait les dents de sagesse dans lesquelles il y a de la pulpe. Tout à fait, tout à fait. Et par contre, alors, il y a deux abords de ça, de la question que tu me poses. Est-ce qu'un jour, on sera capable de régénérer une pulpe ou une dent? Donc, il y a des gens qui travaillent aussi sur, à partir de cellules souches, la fabrication d'une dent. Et il y a une équipe japonaise, ils ont fait, alors c'était pour l'image, ils ont fait pousser une dent dans des mâchoires de poule. Et bon, tout le monde connaît la fameuse phrase « quand les poules auront des dents ». Oui, bien sûr. Donc, il y a une publication dans Nature là-dessus. Hein. D'accord. Donc, ils ont réussi à partir de cellules souches à faire pousser une... Mais bon, ça laisse peut-être ouvrir un potentiel sur... Voilà, alors, il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect biomatériaux. Ouais. Donc comme les zircones, comme ce que tu disais pour les produits et les produits de coiffage. De coiffage. Donc aujourd'hui, c'est quand tu protèges la pulpe pour qu'elle reste vivante. Voilà, c'est ça. Quand tu mets sur la dent, sur une pulpe qui est enflammée, ou une pulpe qui est, infectée même. Et alors, il y en a même qui disent que sur une pulpe nécrosée, mais sur laquelle il y a encore un peu de circulation sanguine, avec ces biomatériaux, tu pourrais régénérer et faire recruter à nouveau des cellules et reconstruire des cellules. Il y en a qui l'ont fait, c'est des cas isolés, mais on n'a pas complètement encore tout compris, mais ça, c'est l'autre voie. Donc, il y a la voie vraiment biologique à partir des cellules souches au départ, et il y a la voie biomatériaux, et je pense qu'un jour, les deux vont se réunir. Ouais, c'est certain. C'est certain. Mais déjà, les matériaux aussi qu'on utilise pour l'implantologie, tout ça, sont... Il y a tous les produits qui existent aujourd'hui qu'on n'avait pas... On n'avait même pas l'idée que ça pourrait exister un jour. Donc là, on a pu t'entendre sur ton parcours, ce qui t'a amené à la recherche, ce qui t'a amené à devenir professeur d'université, et puis aussi une autre facette de ton métier qui a été de devenir chef de service du service d'odontologie de Nice. Alors, moi, je te connais. Je connais ton humanisme, je t'ai déjà vu soigner des patients, je t'ai déjà vu travailler avec des patients. J'avoue que ce qui m'a le plus touché, c'est ta manière de les prendre en charge, ta manière de t'en occuper, notamment dans le secteur hospitalier. Est-ce que, pour un patient qui se dirait, tiens, allez, je vais me faire soigner à l'hôpital, je vais me faire soigner en privé, comment tu pourrais le conseiller? Comment tu pourrais lui dire écoutez, parce que c'est deux activités un petit peu différentes, hein, clairement, pour y être intervenu aussi. Pour moi, non. D'accord. Pour moi, pas du tout. J'ai absolument rien changé à ma façon de prendre en charge les patients quand je suis parti du cabinet et quand je suis arrivé à l'hôpital. Pour moi, c'était les mêmes patients. Bien sûr. Même si je gagnais plus d'argent avec eux directement, mais mon métier, c'était de les soigner. Et je ne peux pas concevoir, et je pense que jusqu'à la fin de ma vie professionnelle, je ne peux pas concevoir d'exercer mon métier de dentiste, parce qu'après tout, je suis dentiste, sans soigner des patients. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi primordial. Même si c'est une fois par semaine, c'est... C'est vrai qu'il y a des chercheurs qui ne soignent plus du tout le patient. Voilà. Toi, tu fais partie... Il y a même des enseignants qui n'ont jamais soigné de patients, enfin, ou très peu. Et moi, ça fait partie de mes choses. Je ne conçois pas qu'on puisse enseigner, je ne conçois pas qu'on puisse rechercher sans avoir tous les jours la main dans la bouche, c'est-à-dire continuer à appliquer nos connaissances, les fruits de nos recherches, aux soins du patient. Parce que le but final, c'est quoi? La recherche, l'enseignement, c'est quand même aussi pour le bien-être du patient. Et d'ailleurs, est-ce que tu as... j'ai envie de te poser la question suivante. Ton plus beau souvenir avec un patient? Mon plus beau souvenir avec un patient, c'est que... Alors, si je parle de ce que je fais depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, c'est quand il reconnaît que le traitement endodontique a été bien fait. D'accord. Alors, ça paraît tout simple comme ça,
mais c'est très compliqué pour un patient de juger de la qualité d'un traitement endodontique. Donc c'est quand tu l'as expliqué ce que tu as fait et quand il... Eh bien, pas forcément. adhère, c'est ça Forcément. Oui, bon, bien sûr, Ouais. il y a toute cette partie-là. Mais c'est surtout quand il me dit, est-ce que je peux voir la radio pour voir ce que vous avez fait ? Ok. En Je ne sais pas si tu en as des patients qui te demandent ça. C'est quand ton savoir Ouais. s'est transmis au patient. Voilà. C'est ça, en fait, que tu me dis. Pas mon savoir. C'est le but ultime des soins que je lui ai prodigués. D'accord. Comme tu le sais, c'est des soins longs. On garde nos patients longtemps sur le fauteuil. C'est minimum 1 heure, 1 heure et demie. Et quand le patient se rend compte des raisons pour lesquelles on le fait et qu'il est complice avec nous et qu'il le désire vraiment et qu'il se rend compte de la qualité du travail qu'on a fait, ben pour moi... Parce que l'esthétique, par exemple, c'est immédiat. Tu prends une glace, tu lui montres. Ouais, d'accord. Le patient, il sourit, il est content, il a des dents blanches. OK. L'endodontie, c'est pas pareil. Et alors, comment tu t'y prends pour expliquer ça au patient ? Comment tu t'y prends pour lui faire comprendre qu'il devienne juge du travail qui a été fait ? Alors, ça, c'est passé par l'enseignement. Ouais. Parce que, au début de mon exercice d'enseignant, quand j'étais maître de conférence, je me suis rendu compte que les étudiants, parlaient à leurs patients avec des termes médicaux. Et les patients, la plupart du temps, ils disaient oui, mais ils ne comprenaient rien. Et j'ai même mis au point des cours où je demandais aux étudiants, je jouais le rôle du patient, de nous présenter une pathologie compliquée, mais avec des termes simples. Donc ça, je l'ai fait il y a plus de 20 ans. Et en fait, sur les copies, j'ai même posé des sujets d'examen en disant, par exemple, expliquer au patient qu'il a une pulpite chronique. Pas simple. Avec des termes simples qu'il peut comprendre. Pas simple. Ce qui est absolument génial, en fait, et pour l'avoir vécu, parce que je me souviens de ce que tu m'as dit, tu m'as toujours dit, c'est à toi de te mettre au niveau du patient. Et oui. En fait, c'est vrai que quand tu es chercheur, professeur d'université, tout ça, t'as atteint un niveau de scientifique tellement élevé qu'effectivement, ton jargon, moi, des fois, j'ai du mal à le comprendre. Mais c'est vrai que c'est à toi de réexpliquer les choses de manière simple et pour comprendre le patient. Tu es d'accord avec ça ? À tous les niveaux. Je veux dire que nous, par rapport aux connaissances qu'on a acquises, se mettre au niveau de l'étudiant pour lui expliquer quelque chose, tu ne peux pas employer les mêmes termes que si tu parles à un confrère qui est à ton niveau. Et puis après, tu as tous les collaborateurs. Tu as les aides-soignantes ou les infirmières ou les assistantes qui n'ont pas forcément les mêmes connaissances et le même niveau de connaissances que toi. Ah, évidemment. Et en plus, alors dans un cabinet dentaire, ça sera ton assistante, mais à l'hôpital, il y a encore d'autres strates, c'est les agents administratifs qui vont par exemple facturer un acte. Si tu leur dis facturez-moi un traitement endodontique sur tel dent, ils ne savent pas ce que c'est. Ouais. Donc si tu veux, c'est à nous à faire cet effort-là. Alors je reconnais que ce n'est pas toujours facile, surtout dans un milieu hospitalier dégradé tel qu'il est actuellement. Ça, je tiens à le dire, parce que ça s'est vraiment dégradé depuis 20 ans. Et c'est quand même important aujourd'hui de faire l'effort nous-mêmes, de se mettre à ce niveau-là. D'accord. Et le plus important, encore une fois, c'est vers le patient. Évidemment. Ça, pour moi, c'est vers le patient. C'est-à-dire que la finalité, c'est le soin. Et alors, est-ce que tu peux maintenant nous expliquer c'est quoi le quotidien ? C'est quoi la journée type du professeur Medioni à l'hôpital, dans l'enseignement, dans son activité Alors, clinique ? je vais me transposer, il y a 8 mois, quand j'étais encore chef de service. Donc, la journée type, c'est la plus grosse partie de mon temps sur une semaine de travail, c'était de l'administratif, de la gestion administrative. Donc, quand tu diriges un pôle qui regroupe 300 personnes avec des étudiants, des aides-soignantes, des agents administratifs, des secrétaires, des enseignants, des collègues, je vais dire, puisque là, mes collègues enseignants, c'est quand même 40 personnes avec des personnalités très compliquées. C'est plus que la gestion administrative, pour moi c'est la gestion humaine. C'est un rôle de manager, quoi. Voilà, c'est un rôle de directeur des ressources humaines. C'est pas très facile à faire parce que j'ai pas été formé pour ça.
Alors c'est sûr qu'avec le temps, j'ai eu des responsabilités diverses sur des petits groupes, sur des groupes de 20, de 30, de 40. Mais là, 300 personnes, ça fait beaucoup. Avec des groupes d'étudiants, ma journée, c'était ça. Et j'ai réussi pendant toutes ces années à avoir 1 jour par semaine de soins directs aux patients, de prise en charge directe de patients qui me sont adressés en endodontie. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pour rien au monde, je le laisserai tomber. D'accord. Donc là, c'était un peu ta bouffée d'oxygène. Ah, c'était ma bouffée d'oxygène toutes les semaines. Le retour aux sources. Ouais. Et puis, il y a l'enseignement. L'enseignement aussi, partagé avec les étudiants. Et surtout, alors, je pense que les cours magistraux, ça ne sert plus à rien. Ça, j'en suis persuadé. Je pense qu'il faut faire de l'enseignement dirigé, de faire découvrir aux étudiants, aux jeunes. Surtout, alors, depuis plusieurs années, je m'occupe beaucoup des grands, des 5e année ou des 6e année. Ou des postes universitaires. Ou des postes universitaires. Je fais de la formation continue. Je pense que la façon de travailler a beaucoup changé. Il y a des nouvelles techniques pédagogiques, mais bon, je ne suis peut-être pas forcé, moi, les histoires de classe inversée, tout ça, bon, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il faut travailler autrement. Mais dans ma journée de travail, dans ma semaine de travail, c'est aussi important. Donc, j'arrive à mêler la partie administrative de gestion, la partie enseignement et la partie clinique. Et qu'est-ce que je fais plus ? C'est la recherche. Ça y est. Ça me manque. T'as passé la main ? J'ai passé la main. Alors, j'ai encore la chance avec vous, avec les diplômes d'université en endo, d'avoir ces petits mémoires que vous faites. Alors, c'est pas de la recherche de très haut niveau, mais quand même, regarde ta promo, vous avez tous présenté vos mémoires à un congrès européen quand même. Bah tiens, ça me rappelle une question tout à l'heure, tu avais abordé le terme des congrès. C'est vrai que moi, ce qui m'a le plus interpellé quand tu m'as emmené, parce que c'est avec vous que j'ai commencé à aller dans les congrès internationaux, c'est de voir la différence de dentisterie d'un pays à l'autre. Et alors, comment tu qualifierais, toi, la dentisterie française ? Elle est de haut niveau ? Elle doit évoluer ? Et vers quoi ? Et comment ? Alors, et je dirais même, qu'est-ce que tu changerais dans la profession aujourd'hui ? La dentisterie française, je parle en général, elle est de haut niveau. Le dentiste, le praticien actuel qui est dans son cabinet, en clientèle privée, elle est de haut niveau. Quand tu regardes certains pays où il y a des spécialités qui n'existent pas en France, le praticien généraliste de base, c'est pas très bon. Alors, ça vient de 2 choses. 1, de la formation initiale. On sait qu'en Europe, même aux États-Unis, il y a des praticiens qui sont diplômés et qui, par exemple, n'ont jamais extrait une dent. C'est pas normal. Je veux dire, si tu as une formation de chirurgien dentiste. C'est pas le cas en France. C'est pas le cas en France. En Europe, dans certains pays, c'est le cas. Après, la deuxième chose, c'est les spécialités. Les pays où il n'y a pas de certaines spécialités qui sont reconnues, c'est vrai que tu as un niveau qui est moins bon. Je donne un exemple en endodontie en France. Quand tu regardes les études de succès des traitements endodontiques, donc des dévitalisations des dents, en première intention, on est très très bas par rapport aux États-Unis, par exemple. Par rapport aux autres pays et même à certains autres pays européens, notamment l'Angleterre. Les pays de la Méditerranée, c'est autre chose. Mais on n'a pas de toute façon les chiffres. Mais quand on regarde qu'aux États-Unis, ils sont à 90-95% de taux de succès et que nous, on est à 30-35%, un problème. Sauf chez les spécialistes. Le problème, c'est ça. Ouais. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, il y a les spécialistes et dès qu'il y a une molaire, par exemple, à dévitaliser, le dentiste généraliste, il ne la fait pas pour 2 raisons. Parce qu'il ne sait pas très bien faire, donc il l'envoie chez l'endodontiste. Parce que c'est sa culture, parce qu'on lui a appris à faire comme ça. Donc il l'envoie aussi chez l'endodontiste. Et parce qu'il y a les assurances privées. Et s'il fait une bêtise, on va lui tomber dessus. Donc c'est tout et c'est pareil un petit peu pour beaucoup de spécialités. Aujourd'hui, en médecine, on ne concevrait pas d'envoyer, par exemple, quelqu'un qui a un problème pulmonaire, de l'envoyer au cardiologue. Pas possible. Et le généraliste ne doit pas le soigner. Donc c'est un petit peu, je pense que là, on est à un carrefour. Tu me posais la question par rapport au changement, qu'est-ce que je changerais ? Je pense qu'il y a des disciplines de base en dentisterie qu'il faut absolument créer. Si on fait le bilan un peu de tout ton parcours,
c'est ce que ça aboutit en fait, le développement de ces spécialités et de la dentisterie. Voilà. Il y a eu cette tentative à laquelle j'ai participé, puisque ça s'appelle maintenant, c'est une spécialité reconnue, qui s'appelle la médecine bucco-dentaire. Médecine bucco-dentaire, ça veut dire quoi? C'est intéressant comme terme. Hein? Complètement. C'est soigner, conserver, traiter des pathologies bucco-dentaires qui se passent dans la bouche. La problématique, c'est que ça a été fait par des universitaires, uniquement des universitaires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces universitaires? Et c'est là, moi, j'ai pas compris les choses. Et ça engage que moi, ce que je vais dire là. Ouais. Ils ont mis toutes les disciplines qui n'étaient pas reconnues comme des spécialités dans cette branche de médecine bucco-dentaire. C'est-à-dire, si on enlève l'orthodontie, la chirurgie buccale, des deux spécialités reconnues actuellement, toutes les autres disciplines, la prothèse, l'endodontie, la restauratrice, l'esthétique, l'occlusodontie, c'est devenu de la médecine bucco-dentaire. Un genre de chirurgien dentiste haut de gamme. Ouais. À partir de ce moment-là, les internes qui ont eu cette spécialité, les 3/4 d'entre eux sont devenus implantologistes. Bah oui. Pour des raisons financières. Ok. Voilà. C'est quand même très intéressant ce que tu dis, parce que ça montre aussi l'impact peut-être du financier dans le choix des spécialités. Il existe. Alors, un patient qui a une bouche à soigner, à se faire refaire, pour terminer là-dessus, quel conseil tu lui donnerais pour choisir son dentiste, son praticien généraliste? Question difficile. C'est pas évident, je sais que pas évident. Question difficile. Je mets un peu dans l'embarras. Alors moi, je sais pas, si j'ai des copains des fois qui me demandent qu'est-ce que tu me conseilles, la même question. Oui, bien sûr. Je vais lui dire d'abord d'aller dans le privé et de trouver un praticien. Alors comment? Sur quels critères? C'est un peu ta question. Moi, je pense que le meilleur des critères, c'est quand même le bouche à oreille. Ça se passe bien. En gros, ça se passe bien. Ok. Après, j'ai un jugement qui peut être faussé parce que j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, par exemple à Nice, d'avoir formé grand nombre des praticiens qui exercent à Nice. Donc je connais. Alors, il y en a qui ont pu évoluer, mais il y en a un certain nombre que je connais bien. Et donc, c'est vrai que... alors, pour un patient, c'est compliqué quand même sur quels critères il va choisir. Il y a différentes choses. Alors, il y a autre chose qui est apparue aussi ces dernières années, ce sont ces groupements, on appelle ça les mutuelles, où il y a des groupements de dentistes. Si tu veux, si je me mets à la place d'un patient, alors, peut-être c'est une déformation par rapport à ce que je fais tous les jours, et notamment par la recherche. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des informations qui circulent sur Internet. Et si j'ai un problème spécifique, peut-être que je taperai dentiste et esthétique, par exemple. Et peut-être et puis Nice, par exemple. On pourrait tomber sur celui qui communique le mieux. On pourrait tomber sur celui qui communique performant, pas celui qui est le plus performant. Donc, j'ai pas, si tu veux, c'est compliqué. Mais quand même, il y a quand même... Alors, par exemple, si on parle de la Société française d'endodontie... dont tu as été président. Dont j'étais le président. À une époque, on avait un annuaire des gens. Alors, ce n'était pas des endodontistes exclusifs, mais c'était l'annuaire des titulaires. Ceux qui avaient été validés par la société comme étant reconnus avoir des compétences en endodontie. Et on avait un annuaire national qui fonctionnait bien. Et quand on avait un patient, par exemple, à envoyer, de Nice, je ne sais pas, moi, à Lyon ou à Marseille, on avait le copain qui était et à qui on envoyait. Celui qui était référencé. Et quand le patient nous demandait, qui nous disait, je déménage, je vais aller à Marseille ou je vais aller à Lyon, on lui donnait le nom de cette personne. Et ça peut être une des voies d'accès. Par exemple, je cherche un spécialiste en implantologie, je vais aller dans la Société française d'implantologie, la référence scientifique, et je vais demander qui... Et ça c'est quelque chose, tu vois, que j'ai découvert que je ne savais pas du tout. Je parlais tout à l'heure de ma découverte du Congrès européen d'endo. C'est quelque chose que j'ai découvert et qui est, pour toutes les disciplines, la même chose. C'est cette grosse implication qu'on a dans les pays anglo-saxons entre les sociétés savantes scientifiques et l'université et les hôpitaux. En France, c'est trop séparé, c'est trop loin. On doit travailler encore là-dessus. On doit travailler ensemble. Je veux dire, aujourd'hui,
aux États-Unis, tu as une symbiose au niveau, par exemple, des règles de traitement. Hein, tu as une symbiose extraordinaire entre l'universitaire et le praticien en clinique. Et ça, c'est fabuleux. Parce que tu as le vrai clinicien qui est tout le temps au fauteuil, tu as l'universitaire qui est tout le temps derrière ses microscopes ou qui fait sa recherche, qui arrive à discuter entre eux et à prendre les bonnes décisions et à avoir ce qu'on appelle les recommandations pour les actes. En médecine, ça marche. Pourquoi en dentaire, ça ne marche pas en France ? Je sais pas. Regarde là, pour la cardiologie, par exemple, c'est la Société française de cardiologie qui fait les recommandations pour les patients à risque. Bien sûr. En accord avec les hospitaliers et les universitaires. Alors j'essaye de me mettre dans la place d'un patient. Hein. Est-ce qu'il va se faire soigner à l'hôpital, en privé ? Peu importe au final, il faut qu'il tombe sur la bonne personne. C'est ça un peu ce que tu dis. Je pense pas, parce que il y a deux problématiques. Et malheureusement, il ne faut pas se voiler les yeux, il y a quand même un problème d'argent dans l'histoire. De coût. Le patient qui n'a pas beaucoup de moyens, il va se diriger vers des... Alors, on a un système de soins en France, soins dentaires et autres, qui fait que la plupart des actes courants sont pris en charge par la sécurité sociale. Malheureusement, en dentaire, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, il y a une deuxième vitesse qui s'est développée avec certains actes qui n'étaient plus pris en charge, qui ne sont plus pris en charge. On va faire un podcast là-dessus, c'est prévu. Donc, vous verrez, vous développerez les choses. Et j'aurais tendance à dire autre chose, c'est qu'il y a eu, au niveau des hôpitaux, normalement, ce qui existe normalement en médecine, c'est là où il y a les plus beaux plateaux techniques. Donc j'aurais tendance à dire, plus c'est compliqué, plus on va aller à l'hôpital. Mais malheureusement, les politiques ont un petit peu abîmé cet outil-là, et c'est plus maintenant à l'hôpital que tu trouves les plus beaux plateaux techniques. D'accord. Et quand tu n'as plus de plateau technique, même si ça paraît très vénal, ce que je vais dire, quand tu n'as plus de plateau technique, tu n'as plus de compétences. Bah oui, forcément. Ou les compétences, elles s'en vont. Elles vont chercher le plateau technique. Ou elles le créent dans le privé. Et c'est tout le souci de l'avenir de notre métier. Si on ne fait pas quelque chose rapidement, il n'y aura plus de compétences à l'hôpital. Elles sont dans le privé. Et aujourd'hui, puisque pour répondre franchement à ta question, je conseillerais à un patient, à un de mes proches, plutôt d'aller dans le privé, quelle que soit la discipline, que d'aller à l'hôpital. D'accord. Malheureusement. Et quoi, triste, ça mérite d'être cash. Mais toi, tu y as passé du temps à l'hôpital, au final. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'y rester, d'y passer autant de temps ? Est-ce que c'est l'accompagnement des patients, des étudiants, l'enseignement ? Les trois. Les trois. Les trois, et surtout, quand j'ai pris mes fonctions, à temps plein, j'avais un plateau technique hyper performant. Je pense à notre spécialité d'endo. Ah bah oui, bien sûr. On a acheté à Nice le premier microscope en France. Et c'est pour ça que je suis allé me former chez toi. Voilà. Quand nous avions ouvert notre nouveau service, notre nouveau centre de soins en 2000, à Nice, nous étions la seule faculté, enfin le seul hôpital, le seul service dentaire en France à avoir des radios numériques filaires dans chaque cabinet. Okay. 35 fauteuils avec des radios numériques. Donc c'est ce plateau technique-là. Et deuxième chose qui m'a fait choisir l'hôpital et rester à l'hôpital, c'est d'être avec des collègues, d'échanger. Ce qu'on ressent le plus chez toi, en fait, c'est le côté humain. Le côté humain des collègues, des étudiants, des patients. Mais c'est une source de progression pour toi-même. Bien sûr. Et la dernière chose que je veux dire, et ça c'est quelque chose que je dis depuis très très longtemps, j'étais peut-être encore assistant à l'époque où je le disais déjà, le fait de faire une démonstration d'un acte à un étudiant, c'est-à-dire lui montrer comment il faut faire quand il n'arrive pas, quand il n'a pas compris, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que tu fais attention à ce que tu fais, donc tu te remets en cause. Ça, c'est la première fois que j'en parle depuis le début de notre interview. La remise en cause personnelle. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Et tu progresses d'une façon extraordinaire. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce que tu fais, toi, regarde, avec la formation continue. Tu vas donner des conseils à tes collègues, à tes confrères que tu formes. Et tu vas leur dire, mais voilà, moi, comment je fais. Et pourquoi tu dis ça ? Parce que tu t'es remis en cause à un moment donné pour être sûr de leur dire la bonne parole.
Et ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est une source de progression. Ce qui permet l'évolution permanente. Ok. Super, merci Étienne, on a bien... Écoute, bien merci échangé. à toi. C'était vraiment C'est une belle expérience. instructif. C'est une belle histoire. Ça montre le trajet d'une vie, le trajet toujours basé sur l'humain et toujours basé sur l'échange et l'évolution permanente, le challenge permanent. Bravo, en tout cas. Merci beaucoup, Étienne. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci pour votre attention et votre écoute, les amis. Nous espérons que cet épisode et le retour d'expérience d'Étienne vous ont plu. Si l'on peut retenir 3 choses importantes de cet échange, c'est que, premièrement, grâce aux nouvelles technologies, nous avons des formations et de nouveaux matériaux de très très haute qualité en dentisterie. Deuxièmement, il nous paraît important de redonner des moyens à l'hôpital public. C'est essentiel pour que les futures générations de praticiens aient envie de s'y investir. Et troisièmement, même si elle est toujours en évolution, il est important de souligner que la dentisterie française est de très très haut niveau. Alors merci beaucoup à Étienne de nous avoir partagé sans langue de bois son parcours et sa vision de la dentisterie. Nous avons été ravis d'avoir pu enregistrer cet épisode avec lui. Si le podcast vous plaît, partagez vos impressions en commentaire sur les réseaux sociaux ou parlez-en autour de vous. Dans tes dents est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube et toutes les autres plateformes d'écoute. Merci à Pauline Bussy pour le montage de l'épisode. Et le meilleur pour la fin, merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt et surtout les amis, prenez soin de vos dents. dans tes dents.